Mesdames et messieurs et chers amis, on n'a pas été associés 30 ans dans le cadre discret et feutré du 11 Coratry, sans avoir quelque peu le souffle coupé en traversant la rade et découvrir dans un éblouissement le numéro 1 du chemin Messidor. Je m'interroge, que représente ce changement d'architecture en termes de symboles? Est-ce un changement de culture? Une manière de vous exprimer? Une adaptation au monde d'aujourd'hui sans autant se retirer? Non. Pour moi, véritablement, il s'agit d'un message nouveau, ouvert sur un monde nouveau que nous allons évoquer ensemble. Lombardier a 229 années d'existence. Ce n'est pas seulement un âge qui fait de nous la plus ancienne banque privée de Genève. C'est presque un exploit. Celui d'avoir su relever les défis qui se sont présentés au fil des siècles et d'avoir su, poursuivre, s'adapter constamment au changement. Est-ce que parce qu'elle pressentait que nous entrions dans un nombre nouveau, que les associés d'aujourd'hui ont compris la nécessité de regrouper toutes les forces vives de la maison sous un même toit pour se serrer les coudes, se réinventer et faire face aux opportunités et aux défis que nous réserve l'avenir? Un avenir, il est vrai, plein d'interrogations, pour le moins incertain, difficile à anticiper, tant notre monde semble être en proie à des bouleversements sans commune mesure avec les changements que ma génération a connus. Face à une telle situation de transition, n'est-il pas utile de se demander d'où l'on vient, de regarder le chemin parcouru pour mieux discerner les lignes de force auxquelles nous allons être confrontés? C'est un partage de discernement que je vous propose ce matin. Le monde que je vais évoquer me faisait penser à Die Welt von gestern de Stefan Zweig, un monde qu'aucun d'entre vous n'a connu, mais dont Lombardier est issu. Ma génération a vaincu un monde qui, à son insu, possédait une conscience collective avec des principes, des comportements, des conventions dont la transgression était socialement et moralement condamnée. Ni plus ni moins hypocrite qu'aujourd'hui. Ce monde avait des repères et des valeurs qui lui donnaient une certaine cohésion. Ce monde n'est plus, et ma génération a connu une rupture unique dans l'histoire. 16 juillet 1945. L'humanité est précipitée dans une nouvelle ère sans rapport aucun avec son passé. C'est Hiroshima, nous étions tétanisés. L'ère atomique venait de commencer. Le projet Manhattan, conçu pour fabriquer la bombe atomique, fut le plus destructeur de l'histoire, mais aussi le plus créateur. De cet anéantissement est née la transformation radicale de notre société. Pour mesurer ce qu'était le monde et sa rapide évolution, il faut rappeler qu'en 1950, lorsque j'ai émigré aux États-Unis,
La durée de la traversée a été de 9 jours. Je me rappelle encore, c'était sur un vieux bateau, le SS de Grasse. Je n'oublierai jamais mon émotion lorsque, debout sur le pont du bateau, le cœur battant dans la brume du matin, je vis apparaître le skyline des gratte-ciels de Manhattan. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, les téléphones étaient terriblement coûteux et presque inaudibles. Et au fond, le correspondant par correspondance. J'ai 5 classeurs fédéraux de ma correspondance pendant mes années d'Amérique avec mes parents. Le voyage en avion prenait 18 heures, avec des escales à Gander sur l'île de Terre-Neuve et à Shannon en Irlande. Puis arrive le Concorde. C'est Paris-New York en 3 heures. À peine le temps de lire The Economist et de préparer mon prochain rendez-vous. En l'espace d'une vie, la mienne, notre métier s'est lui aussi radicalement transformé. L'univers bancaire des années d'après-guerre était au fond assez semblable à celui que Balzac décrivait un siècle plus tôt. La comptabilité faisait l'objet d'une inscription à la main, ou plutôt à la plume, au journal, puis était portée au grand livre sous forme d'écriture. Le comptable était un cadre absolument essentiel et autrement respecté, doué en calcul rapide et en calligraphie. Puis vint le passage à l'informatique. Le comptable se vit peu à peu dévalorisé par l'arrivée des jeunes informaticiens considérés comme les génies du nouveau monde. Cependant, l'expérience nous révélera que ces derniers se montraient en fait tout aussi réticents à s'adapter aux évolutions technologiques suivantes, comme si à chaque génération, une fois qu'elle maîtrise un outil, devenait à son tour frileuse face au changement. Par ces quelques exemples, je tiens à souligner le grand chambardement qu'a connu ma génération, le passage d'un monde structuré au changement constant, mais maîtrisable, à un engrenage de transformation radicale et accélérée que nous semblons ne plus maîtriser. Aujourd'hui, nous sommes à l'aurore d'une véritable mutagénèse de l'humanité, un processus de transformation des sociétés et de la pensée radical et profond. Un changement, non pas seulement de structure, mais de nature. Faut-il s'en réjouir ? Tout dépendra de ce qu'en feront les nouvelles générations. Pour autant que je sois observateur et non victime, cette mutation est tout à la fois passionnante et redoutable. Passionnante par le prodigieux foisonnement des découvertes scientifiques, leurs effets sur nos vies et la remise en question de valeurs anciennes qui nous poussent à chercher de nouveaux repères. Redoutable par la perte de la maîtrise de nos propres découvertes, par l'accélération de l'ensemble de notre environnement sur laquelle nous avons peu prise. Avec le recul, on mesurera la profondeur de cette rupture et de ses retombées. Ces défis sont complexes et nous avons parfois l'impression d'avoir peu de prise sur eux. Et pourtant, je crois profondément que des réponses émergeront.
pas de ma génération, mais de la vôtre, et de celles qui suivront, à condition de savoir observer, s'interroger, prendre des risques et surtout se donner le temps du discernement. Pour le jeune Suisse que j'étais en arrivant en Amérique, croyais-je pour toujours, le choc fut immense. La vitalité du pays, la chaleur de l'accueil et surtout cette ouverture aux idées nouvelles, tout ça m'éblouissait. Jeune et inexpérimenté, je me sentais pourtant écouté et pouvais partager mes idées, parfois apparemment un peu farfelues. À mon tour, et aujourd'hui encore, je m'efforce de rester fidèle à cet esprit, d'honorer cette dette en encourageant pour les jeunes qui parfois font appel à moi, à commencer par s'émerveiller avant d'affronter les défis à relever, à discerner l'essentiel de l'éphémère, à prendre le temps de la réflexion et du discernement. Vous allez voir que le destin a parfois de l'humour. En effet, mon entrée chez Lehman Brothers, je la dois à mon regretté ami Pierre Pittet, qui fut un associé de cette vénérable et chère banque, auquel je veux aujourd'hui pour lui encore un profond témoignage de reconnaissance. Chez Lehman, on cultivait la recherche permanente de l'innovation, de la découverte, une culture de l'essai-erreur, plutôt que de l'unique calcul prudent des risques. Une approche résolument entrepreneuriale, assez différente de celle qui prévalait alors dans les banques suisses. Le monde financier américain, dans son ensemble, était en pleine effervescence. On y croisait des personnalités fascinantes dont la performance reposait avant tout sur une réflexion profonde sur le monde et sur eux-mêmes. Je retiens des noms tels que George Soros, John Templeton ou Warren Buffett. Oui, j'étais à bonne école. Mais pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce que je crois profondément que si les circonstances ne nous poussent pas à découvrir d'autres cultures, d'autres manières de concevoir notre métier, alors c'est à nous de cultiver cette curiosité et cette ouverture. Être banquier, c'est observer et comprendre le monde avant d'analyser des chiffres. Pour en venir aux années 50, mon séjour américain m'avait permis de mesurer l'immense retard pris par les banques européennes en matière de gestion et de marketing. Lombardier en avait pleine conscience. Edmond Barbet et Marcel Audier étaient persuadés de la nécessité de mettre en place des structures d'avenir en engageant de jeunes forces vives, ouvertes aux idées nouvelles. Ils m'ont confié la mission de créer, en partant de zéro, mais avec les mains totalement libres, un service d'études financières et un système de gestion de fortune conforme aux nouvelles normes internationales. Ça n'a pas été facile. Il fallait bousculer les habitudes, faire comprendre que rien n'était acquis, encourager nos collaborateurs au changement et à l'excellence. Très tôt, avec Pierre Keller, nous étions convaincus que les besoins auxquels le secret bancaire avait répondu n'étaient plus de mise et que bientôt, il aurait fait son temps. Il est bon de rappeler
que les marchés internationaux se sont vraiment ouverts qu'à partir de 1958, mais que cette ouverture, avait démarré dès 1944 à Bretton Woods. À une époque où il y avait tout à construire, notre chance fut d'avoir été parmi les pionniers en matière d'études financières, de clientèle institutionnelle et de développement informatique. Il est évident que ce que nous avons créé est aujourd'hui totalement dépassé par les progrès de la technique et l'évolution des structures du monde des affaires. C'est heureux, car on ne survit qu'en se réinventant en permanence. Nous avions établi les fondements d'un esprit d'entreprise, d'équipe et d'innovation, le seul à même de répondre aux défis qui attendent les nouvelles générations. Des défis autrement plus redoutables que ceux que j'ai connus. Aujourd'hui, chez Lombardier, je retrouve l'héritage de ce même esprit d'ouverture que celui qui nous animait alors. Suivant la pensée de René Char, cet héritage n'est précédé d'aucun testament. Il habite pleinement l'épique des associés d'aujourd'hui et se traduit dans l'élan entrepreneurial de la maison. J'évoquais au début de mon intervention un changement fondamental. Si je me réjouis de l'incroyable créativité de l'intelligence humaine dans le domaine scientifique et technologique, en revanche, je ne peux m'empêcher d'être inquiet face à une perte croissante de proximité, à ce glissement silencieux vers une forme de robotisation dans les relations humaines. Dans un monde qui s'automatise, je suis convaincu que la relation personnelle et l'empathie vont constituer une valeur ajoutée inestimable. C'est précisément là que la culture ancestrale de Lombardier exprime toute sa vocation. Quand j'ai rejoint la maison, j'admirais le charisme de Raymond Barbet pour s'attacher à la clientèle privée, avec laquelle il développait des liens hautement professionnels, mais également de longue amitié. J'ai eu le privilège de l'avoir comme mentor en public relations, en équipe avec Jean Bonnat, avec lequel nous avons vécu d'inoubliables moments. Connaître ses clients, les comprendre, construire avec eux une relation de confiance, cela ne se décrète pas. Créer la confiance par l'écoute, l'empathie et l'excellence n'est pas qu'une question uniquement de formation. C'est essentiellement une question d'ambiance tonique, de cadre de travail et de culture d'entreprise. Je ne suis pas inquiet pour la culture de Lombardier. La rencontre et le dialogue ont toujours été des valeurs absolument fondamentales pour notre maison. Dans la collégialité de notre gouvernance, la complémentarité des équipes, la transmission des valeurs dans la confiance que nous plaçons en l'autre comme l'avenir. Le cadre lumineux, joint à la sublime beauté du paysage de cette maison, sera pour les futures générations la source d'inspiration de cette nouvelle culture de Lombardier et continuera à s'épanouir, conserver sa force et son authenticité.
Avant de conclure, je ne peux pas éviter d'évoquer les événements récents concernant non seulement les banques suisses, mais notre pays tout entier. Dans un entretien pour le Grand Continent, Giuliano da Empoli présente la Suisse comme un sanctuaire politique calme, bâti sur une citoyenneté active, une gestion pacifiée du pouvoir et une identité ouverte et cosmopolite. L'ennui politique, dit-il, n'est pas une faiblesse, mais bien une technique de stabilisation politique, fruit d'un long héritage historique. Cette définition exprime bien l'image et l'attrait de notre pays comme oasis dans la tourmente. Mais la Suisse, nain politique sur la scène internationale, est par rapport à sa taille un colosse économique. Habituée à se battre dans le cadre des règles du jeu de la démocratie, elle découvre aujourd'hui qu'être petit, riche et politiquement neutre peut, dans de nouvelles circonstances, faire de nous une cible irrésistible. Le réveil est brutal. Comme je l'évoquais au début de cette allocation, le bâtiment ambitieux, transparent, ouvrant à la contemplation, est bien un message d'ouverture au monde et d'espérance. Les défis à relever sont redoutables, mais ils sont passionnants. Et je peux vous dire combien je regrette de ne pas être à vos côtés pour cette nouvelle étape de Lombardier. Ne cessez jamais de regarder vers la hauteur, car c'est en visant la lune que vous atteindrez les étoiles. Merci.